Il nous semble qu'un certain nombre de circonstances peuvent justifier une approche éthique, mais qui n'est pas de l'ordre de la théorie, qui est de l'ordre de l'implication sur le terrain avec des professionnels. Comment ils font quand ils cherchent à faire le moins mal possible et à quel type d'enjeux ils sont confrontés, à quel type d'écueil. On voit par exemple qu'aujourd'hui, ce serait tout à fait suspect de faire de l'éthique sans prendre en compte les choix gestionnaires. C'est-à-dire quels sont les critères qui aujourd'hui imposent un certain nombre de décisions. Qu'est-ce qu'on va faire prévaloir dans une décision? C'est pas à nous de juger, on est dans un état de droit, on a une représentation parlementaire. Donc c'est à nous de montrer comment les questions se posent, quel type de conséquences peuvent avoir certaines décisions quand une option est prise par rapport à tel type de population. Est-ce qu'on est dans la justice par exemple? Est-ce que la précarité est encore accueillie dans des hôpitaux qui sont quand même dans une tradition hospitalière, même s'ils s'appellent CHU? Est-ce que l'excellence relève également de valeurs morales ou est-ce que c'est uniquement en termes de publication qu'il faut évaluer les résultats, les performances? Pour nous, ce n'est pas qu'un symbole de dire que le premier groupe de travail, parce qu'au départ on avait pas mal de groupes de travail qui étaient en parallèle, c'est le groupe des chambres mortuaires, qui est aujourd'hui un groupe qui fonctionne toujours avec des rendez-vous réguliers et tout un travail sur les extrêmes, voire les limites du soin. À l'époque, en 1995, on était dans la mouvance également des soins palliatifs qui émergent en France dans les années 80, mais on a eu à cœur d'aller jusqu'au bord, jusqu'aux limites. Et c'est vrai que quand une personne a été pendant plus ou moins longtemps dans la maladie, que ses fonctions se sont altérées, que la relation était de plus en plus pénible, dire comme ça que ça peut être aussi une délivrance pour certains proches que de dire que ça s'est arrêté. Et certains proches qui appréhendaient cette situation de la rupture découvrent que finalement, peut-être que c'était le moins mal pour la personne. Il faut aussi pouvoir le dire, si on veut comprendre les enjeux, si on veut pouvoir les anticiper. Dire que respecter le corps d'une personne qui est défunte, c'est aussi lui rendre sa dignité quand elle a été altérée par la maladie, leur donner un visage humain et permettre à la séparation d'avoir lieu dans les moins mauvaises conditions. Tous ces éléments sont des éléments certes extrêmes, mais qui peuvent réhabiliter un certain discours. Un des éléments, par exemple, qu'on aborde beaucoup dans toute la réflexion éthique et que nos étudiants, qui sont tous des professionnels, évoquent souvent dans leurs travaux, c'est la disponibilité. Qu'est-ce que c'est être disponible à l'autre? Pas uniquement en termes de technicité, en termes d'humanité. Dans une société qui relègue la personne malade et qui fait que l'hôpital, mais également quand c'est dans le médico-social, le domicile, à travers toute la chaîne qui se mobilise, à travers des réseaux, à travers les assistances au quotidien, eh bien, tous ces professionnels se trouvent de plus en plus solitaires dans un espèce de huis clos auprès d'une personne qui n'est pas abandonnée uniquement par les professionnels, alors que la société et quelquefois les familles n'ont pas déserte, mais s'usent dans la longueur de la maladie. Quand vous voyez certaines personnes malades qui ne sortent de chez elles pour autant qu'elles aient un chez elles que pour aller à l'hôpital en consultation, et dont le seul contact avec la société, c'est l'ambulance à travers les vitres, où on voit une société, et le reste, c'est finalement très virtuel. Vous vous interrogez sur est-ce qu'on est dans la vie ou dans la survie, et quel type de responsabilité on exerce vis-à-vis de ces personnes. Donc vous êtes de suite, non pas dans une position de résistance, mais dans une position de questionnement. Et pour moi, l'éthique, c'est l'art d'un questionnement, qui soit le moins partisan possible, le plus partagé possible, qu'on rentre dans la complexité. Je ne juge pas, je dis comment aujourd'hui démédicaliser un certain nombre de questions qu'on surmédicalise. Vous voyez, on est dans le débat actuel sur la fin de vie. La fin de vie, ce n'est pas uniquement une question de décision médicale, c'est aussi une question de reconnaissance de l'autre dans sa vulnérabilité jusqu'au terme de sa vie. C'est une question aussi d'aménager un certain nombre de conditions qui sont favorables au maintien au domicile et au soutien des proches. Donc, c'est des questions qui sont de l'ordre du politique, pas uniquement du médical. Donc, de la même manière que Foucault contestait une certaine forme d'évolution vers un biopouvoir en termes de décision, de vie, de mort, stop ou encore, je pense que si la société aujourd'hui ne se mobilise pas davantage et ne comprend pas les enjeux aujourd'hui des évolutions biomédicales, c'est-à-dire c'est bien qu'une personne puisse, d'une maladie qui était délétère, parvenir à une maladie chronique. C'est bien qu'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer puisse évoluer pendant 13 ans, 15 ans avec sa maladie. Pour autant, quand on contrepartie, la personne a encore le sentiment d'exister socialement, d'avoir sa part et sa reconnaissance, ce qui n'est pas évident. Donc c'est des gens qui sont toujours en activité et ils ont, j'allais dire, l'audace ou l'envie d'éthique,
C'est-à-dire, en même temps qu'ils sont avec leur activité professionnelle, leur vie familiale qui est quelquefois accaparante, ils décident 1 an, 2 ans, quelquefois 4, 5 ans pour faire un doctorat. C'est assez impressionnant parce que dites-moi les métiers où des gens, en plus du reste, en plus de toutes les adaptations et des évolutions entre l'ambulatoire, le domicile, les nouvelles technologies, trouvent encore de l'envie, de l'appétence pour la démocratie, c'est-à-dire pour l'éthique. C'est chez nous. Et il y a comme ça quelques initiatives universitaires à Paris, à Christian Hervé, et aussi à Marne-la-Vallée, et on a le même constat, c'est-à-dire c'est des gens qui sont très représentatifs, ce ne sont pas des gens qui sont dans le mal-être, ils sont au contraire des gens très engagés, et ils trouvent une opportunité à aller plus loin dans l'analyse, la compréhension, le décryptage de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Donc pour moi c'est très promoteur parce que comme on a un recrutement national, on peut se dire comme ça, il y a des petites lumières un petit peu allumées dans des établissements, et quelquefois ça peut être des EHPAD, pas uniquement des centres hospitaliers. On a aujourd'hui en mémoire, puisqu'on a tout indexé et numérisé, à peu près 1300 mémoires. Donc pour les historiens du futur, comme dit Michel Foucault, ce sera très intéressant de voir toute cette somme de réflexions qui touche à toutes les réalités. C'est un palpeur de la réalité. Il y a eu les époques soins palliatifs, il y a eu les époques éducation thérapeutique, c'est-à-dire absolument toutes les évolutions ou les involutions, on les suit à travers les travaux de nos étudiants. Avec un plus, c'est d'abord la restitution de leur expérience, bien sûr, à travers tout ce qui est éthique en acte, mais également une réflexion. Et c'est extrêmement précieux. Les politiques ne reposent pas assez leur réflexion, leurs décisions sur cette expertise. On nous parle de l'expertise de la personne malade, mais il y a une expertise professionnelle qui n'est pas uniquement dans la technicité de l'acte, dans les protocoles et dans les procédures. Il y a un regard que les professionnels portent déjà sur leur interrelation entre eux. Et un des éléments de la souffrance de professionnels aujourd'hui, c'est la mise en cause de tout ce qui était de l'ordre de l'équipe, de l'ordre de la confiance réciproque au sein de structures. C'est-à-dire tout un ensemble d'évolutions, et je n'ai pas critiqué, mais les pôles par exemple, la mise en cause du service avec tout ce qu'il y avait comme valeur partagée, projet partagé, a une influence réelle sur des gens qui ont l'impression d'être d'une certaine manière en errance par rapport à ce qu'ils ont connu. Donc c'est des éléments à prendre en considération pour des décisions. Il y a des décisions qui ont des impacts dont on ne considère pas a priori qu'ils peuvent être totalement délétères pour un esprit d'équipe, pour l'assurance qu'on a d'aller jusqu'au bout des soins. Le fait d'être dans la continuité de l'accompagnement d'une personne alors que tout est morcialisé et que c'est remis en cause aujourd'hui par des procédures, par des organisations, tout ça c'est des éléments au niveau de l'équipe, du management qu'on pourrait reprendre. Alors nous, on a cette espèce de regard à travers une expérience comprise et intelligente. Cette intelligence qui manque quelquefois, encore une fois, aux décideurs.